Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette conférence où on va parler de soutenir les besoins psychoactifs du tout petit. Et on reçoit ce matin Elsa Stel, qui est infirmière, puéricultrice et formatrice en santé, et qui va nous parler de ce sujet qui intéresse beaucoup de monde. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous être inscrits sur cette conférence. Donc je ne vais pas prendre trop de temps et je vais laisser la parole tout de suite à Elsa. Merci Emmanuel. Je suis extrêmement touchée et honorée de cette invitation à participer à ce salon. Alors, c'est avec une grande humilité que je vais m'adresser à vous, les bébélogues, les parents, les professionnels de la parentalité, de la petite enfance, toutes et tous passionnés des bébés. Je m'appuierai sur les travaux de mes maîtres à penser, que sont Amy Pickler, Myriam David, Winnicott, Bowlby, Brazelton, Bernard Gols et tant d'autres. Et ce matin, je vais vous parler de ce que c'est qu'un bébé sécure. Je vais vous parler également de continuité, d'activité libre, de repères, d'accordage. Alors, ça va être un peu un challenge en 45 minutes, mais c'est un sujet tellement capital. Cet apport se veut être une sensibilisation pour aider chacun à trouver son chemin en présence d'un tout petit, sans tomber dans des préceptes schématiques ou abscons. Ce ne sera donc ni un cours, ni une formation, ni une leçon. Considérons qu'il s'agit là d'un voyage au pays du tout petit bébé. Alors, qu'est-ce que le développement affectif du bébé ? Il s'agit de tout ce qui se rapporte à son affectivité, à ses émotions, à ses sentiments, tout ce qui touche à son bien-être émotionnel. Lorsque nous abordons cette immense thématique du développement affectif du tout petit, nous questionnons ses besoins et la façon dont il les exprime en tant qu'individu unique, singulier. Nous abordons également la posture de l'adulte qui lui aussi a été, il y a bien longtemps, un bébé. Tout le monde s'accorde à dire que pour bien grandir, le bébé a avant tout besoin d'affiliation, de protection, d'attention, de pouvoir instaurer un lien qui constituera un socle solide et lui permettra de traverser les différentes étapes du développement, la plus importante étant de prendre conscience de lui-même. En se sentant aimé, donc important, il prend confiance en lui et traverse les différentes étapes de sa croissance avec la soif de la découverte, engagée par des pulsions de vie. C'est Françoise Dolto qui comparait le développement affectif de l'enfant au cycle de vie du papillon. En grandissant, il se métamorphose afin de pouvoir voler de ses propres ailes. Alors, dans la relation parent-enfant, la mise en place d'interactions précoces, je peux passer la diapo, et merci. La mise en place d'interactions précoces répondant aux besoins des tout-petits est aujourd'hui un objet d'attention central en prévention et en promotion de la santé. De nombreuses avancées en psychologie, neurosciences, biologie, épigénétique, épidémiologie ont permis d'approfondir les connaissances sur le développement humain. Ces connaissances éclairent d'une compréhension de plus en plus précise la façon dont les expériences positives et négatives vécues dès le plus jeune âge de la vie, y compris avant la naissance, c'est-à-dire dès la conception, peuvent laisser une empreinte durable sur les prédispositions génétiques et affecter l'architecture cérébrale émergente, mais également la santé à long terme. Alors on va faire un petit focus sur les neurosciences rapidement. Les neurosciences étudient le cerveau et le système nerveux tant du point de vue de sa structure que de son fonctionnement et de son évolution. Notre cerveau, vous le savez sans doute, évolue tout au long de notre vie, même si les premières années ont une importance toute particulière. Imaginons que c'est une fleur, que l'environnement est son terreau, le soleil, la pluie, et plus la plante grandit, mieux elle se développe. Au contraire, le manque de nutriments et l'arrivée d'éléments nocifs perturbent son bon développement. Cela ne veut pas dire qu'elle ne grandira plus jamais et que si son environnement change, elle pourra encore fleurir et s'épanouir. Tout ce que va vivre l'enfant va avoir une influence considérable sur son cerveau. Tout y sera imprimé
puis modèlera les molécules, les neurones, les circuits cérébraux, les structures cérébrales. Alors, qui est ce bébé dont nous prenons soin? Le petit dôme est un mammifère dont les scientifiques disent que même né à terme, il est prématuré. À sa naissance, il est totalement dépendant de son entourage. Comparé à celui des autres mammifères, son cerveau est immature. Cette immaturité s'accompagne d'une grande plasticité permettant de prodigieux apprentissages au cours de ses premières années. Dès sa venue au monde, une infinité de gestes instinctifs favorisent le développement du bébé, parmi lesquels le pot à pot, être à la bonne adresse, les câlins, les gestes de tendresse, l'allaitement, les berceuses, le portage, sans oublier le langage maternel ou parental adressé au bébé. Nous y reviendrons plus tard. Toutes ces pratiques de maternage tissent une enveloppe contenante propice au développement du bébé. Et cette mission essentielle repose en premier lieu sur les parents. Alors, notre bébé est équipé pour rencontrer le monde. Toutes les sensations et expériences que le fœtus a enregistrées in utero se présentent de façon différente après la naissance. Nouveau-né, il doit apprendre à les reconnaître, les situer dans son nouvel univers et développer de nouvelles compétences pour se lancer dans la grande aventure de la vie extra-utérine et du développement humain. Pour assumer cette tâche de titan, le bébé bénéficie de son équipement personnel, de réflexes archaïques et de sa rencontre avec ses partenaires humains, en premier lieu ses parents, nous l'avons dit. La présence de ces derniers lui garantit sa chance de survie. Si l'on observe attentivement et longuement un nourrisson, on voit que sa vie est partagée entre un état de paix, d'extase bienheureuse, de sommeil et de tension. Selon les bébés, ces périodes de tension sont plus ou moins soudaines, longues et fréquentes, mais tous sont incapables de se soulager seuls et on les voit à cet égard complètement dépendants des adultes qui les entourent. L'attitude instinctive de tout adulte devant les manifestations de tension, d'inconfort, les pleurs du bébé est de chercher à l'apaiser, le prendre dans les bras, le bercer, le regarder, lui parler. Ces gestes apaisent et déclenchent la sécrétion d'endomorphine, des hormones de bien-être, qui, comme le dit Héloïse Junier, vont rendre le bébé aussi détendu qu'un psy qui médite. Alors ce bébé, c'est un être d'émotion, un être social. Pour sa survie, nous l'avons dit, le bébé dispose d'un énorme appétit de rencontre humaine. C'est un être d'émotion, un être social, un explorateur. Il cherche à découvrir, à comprendre le monde. Il est curieux. Chaque rencontre avec son environnement humain et matériel, ainsi qu'avec son propre corps, constitue pour lui une expérience. Enregistrée, cette expérience va former une trace sur laquelle vient s'inscrire la rencontre suivante. Ces expériences obligent le bébé, d'emblée, à se servir de ses propres outils. Il est doué de compétences. Bien entendu, ces compétences varient selon son état de vigilance. Il est équipé donc d'un cerveau. Dans le ventre de sa mère et au cours de ses 2 premières années de vie, le bébé se développe très vite physiquement, il grandit rapidement, il est facile de s'en rendre compte. Ce qu'on voit moins, c'est tout ce qui se passe pour son cerveau. C'est absolument spectaculaire. Des milliers de connexions neuronales se forment à chaque minute, grâce aux interactions, aux échanges que le bébé a avec les autres et le monde qui l'entoure. Donc le cerveau de ce bébé, il est extrêmement malléable. L'environnement social et affectif a un impact sur les sécrétions des molécules cérébrales, le développement des neurones, la myélinisation. La myéline, c'est la gaine qui entoure les neurones. Les synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones. Les circuits neuronaux, les structures cérébrales, l'axe neuro-endocrinien qui régule le stress et l'expression de certains gènes. Il a aussi besoin de bouger, de découvrir des sons, des odeurs, des objets, d'imaginer, de dormir, d'être regardé et encouragé. Et beaucoup de choses commencent dès la grossesse. Des parents empathiques et soutenants soutiennent le développement optimal du cerveau, au niveau cognitif et au niveau affectif. Et tout cela
a un impact positif sur certaines régions précises du cerveau, comme le centre de la mémoire et de l'apprentissage, c'est l'hippocampe, et la zone qui nous permet de prendre du recul et réguler nos émotions, et le cerveau préfrontal, qui est le centre de l'empathie, la maîtrise de soi, la régulation émotionnelle, l'anticipation, la capacité de comprendre et d'identifier l'impact de nos actes, la responsabilité. Plus on soutient et encourage un enfant, plus les structures de son cerveau vont se développer. Et à l'inverse, quand un enfant ressent des émotions désagréables et qu'il est laissé seul avec sa détresse, il va sécréter des molécules de stress, le cortisol. Ces molécules à forte dose sont toxiques pour son cerveau et peuvent aller jusqu'à détruire des neurones dans des zones essentielles. Au cours des apprentissages et des expériences, c'est la structure même du cerveau qui se modifie avec la fabrication de nouvelles connexions entre les neurones, et c'est pour cette raison qu'on appelle ça la plasticité cérébrale, pour laquelle rien n'est figé et qui agit à tous les âges de la vie. Pardon. Son ensemble sensoriel. Alors, les organes des sens lui apportent des informations sur le milieu extérieur et sur lui-même dans ce milieu. Par exemple, des informations visuelles. Dès la naissance, les perceptions existent. Le nouveau-né a une préférence visuelle pour le visage humain ou toute forme apparentée. L'accommodation s'affine au fur et à mesure et le bébé suit du regard sur 180 degrés. Les informations auditives aussi lui sont apportées. Le bébé tourne la tête ou les yeux dans la direction d'un son. Il est particulièrement sensible à la voix humaine et notamment celle de sa mère. Il reçoit également des informations olfactives. Dès les premiers jours, le nouveau-né a des capacités de détection et de discrimination sensiblement identiques à celles de l'adulte. Il est capable de retrouver l'odeur de la peau et du sein de sa mère par rapport à l'odeur d'une autre femme. Il reçoit également des informations gustatives. Il est capable de discriminer les saveurs classiques, sucré, salé, amer, acide, en manifestant une préférence très nette pour le sucré. Son ensemble sensoriel est composé de différents systèmes qui lui transmettent ses ressentis corporels profonds. La faim, la satiété, la soif, la digestion, la respiration, l'éveil, la fatigue, le sommeil, le froid, le chaud, la tension, la détente. Et son oreille interne, les muscles, les tendons, les couches profondes de l'épiderme lui renseignent sur la position de son corps, ses mouvements, son équilibre, déséquilibre. Dès la 12e heure, le nouveau-né bouge selon des rythmes précis, coordonnés à la voix humaine. On parle de synchronie interactionnelle, c'est-à-dire qu'il réagit aux stimuli extérieurs, les bruits, les lumières, les mouvements. Puis, il va rapidement être capable d'imiter autrui. Imitation du parent qui ouvre ou ferme les yeux, qui sourit. Tout ce que le bébé reçoit comme information de lui-même ou de l'extérieur s'accompagne d'une coloration émotionnelle. Sans doute au tout début n'est-ce encore que sur un mode rudimentaire, agréable-désagréable, qui va évoluer vers plaisir-déplaisir, puis vers l'infinie diversité des sentiments, joie, plénitude, tristesse, déception, attente sereine ou anxieuse, peur, colère, qui seront perceptibles à travers son calme, son agitation, ses postures, ses gestes, ses émissions vocales, ses mimiques également. Son langage non verbal est riche, parfois ténu, subtil, souvent très créatif, plus ou moins efficace selon la manière dont l'adulte saura le percevoir et le comprendre. On voit également le bébé réceptif à l'état émotionnel des adultes. Il ressent leur disposition à son égard. Il réagit vivement. Elle lui est transmise par leur manière de le toucher, de le soulever, de le porter. Les gestes des adultes, le rythme de leurs actions avec le bébé, le ton de la voix, le regard, tout ce langage non verbal, très subtil, influence le jeu des interactions. En dehors des temps interactifs, on voit aussi le bébé sensible au climat ambiant dans lequel il baigne et ou les changements soudains de ce climat.
Il est difficile de se représenter comment ça atteint le bébé. Mais ce que nous savons, c'est que les bébés sont très fins pour décrypter les adultes. On a parfois l'impression qu'ils sont dotés d'un sixième sens, ces bébés, parce qu'ils ont des compétences innées. Alors quand on parle de compétences, on parle d'intelligence au sens le plus large. Maintenir son équilibre corporel, c'est une tâche fondamentale du bébé, que lui impose sa toute nouvelle rencontre avec la pesanteur. Si nous, adultes, nous assumons la pesanteur de façon automatique et majoritairement inconsciente, pour le bébé, ça représente un complexe apprentissage qui conditionne une grande partie de son activité pendant des mois, le temps qu'il faut pour son passage de la position dorsale à la marche. Dès la naissance, le bébé n'est jamais maladroit si on le laisse exercer ses compétences au rythme qui est le sien et selon ses intérêts personnels. Il dispose à chaque moment de son évolution de compétences qui correspondent à son niveau actuel de développement. Et ces compétences, si limitées soient-elles, lui donnent des possibilités d'action pour lui-même, en quelque sorte un pouvoir, certes infime, mais qui lui offre une part d'autonomie, d'indépendance. Cette autonomie qui va aller grandissant est la clé de voûte du développement. L'enfant, libre d'exercer ses compétences, passe de lui-même une succession d'étapes programmées dans un certain ordre. C'est un enchaînement où l'étape acquise aide à conquérir la suivante. Chaque étape est l'instrument pour l'acquisition de la suivante. Ceci est valable dans tous les domaines, moteur, cognitif et social. Durant les 2-3 premières années, corporelles et psychiques sont indissociables. Pour désigner cette spécificité, on parle de phase sensorimotrice. C'est ainsi que l'activité sensorimotrice est productrice d'une activité mentale et en boucle, cette émergence puis richesse de l'activité mentale alimente et stimule l'activité motrice. On voit aussi que son activité sensorimotrice suscite en lui des émotions qui stimulent son plaisir à être actif et en même temps permet de les réguler. Ainsi, dans une dynamique irrépressible, lorsqu'il est en bonne santé, le bébé se saisit spontanément et d'emblée de la maturation de son système sensorimoteur pour aller activement à la conquête des capacités actuelles et nouvelles. Toutes les grandes fonctions cognitives, affectives, relationnelles prennent racine et se construisent à partir de ce fonctionnement sensorimoteur. Tous les bébés, en bonne santé, disposent de ce bagage. Cependant, chaque nouveau-né est unique et ne ressemble à aucun autre. Il est unique par ses traits, ses seuils de sensibilité, sa tonicité, la vitesse de ses réactions, le rythme global de son développement et par ses particularités. Tout cela fait du bébé une personne. À tous les niveaux, le bébé fonctionne différemment de l'adulte. Tu peux changer de diapo, Emma. Merci. Même si chaque nouvelle étape le rapproche du fonctionnement de ce dernier. Pour l'adulte, cela implique du respect, de la vigilance et de la prudence. Il n'est pas aisé de comprendre quelqu'un qui ne dispose pas des mêmes références que soi. Dès lors, nous allons nous mettre à la portée de notre oisillon. Lorsqu'un oisillon sort de sa coquille, il s'attache à la première personne ou le premier objet qu'il découvre du regard. Les chercheurs qui ont découvert ce phénomène l'ont appelé l'empreinte. C'est John Bowlby qui a étudié la relation mère-enfant et s'est fortement inspiré de ce phénomène. Il a développé la théorie de l'attachement. Et à la différence des animaux, l'attachement chez le petit homme se fait progressivement. Il se développe grâce à la stabilité, la fréquence et la qualité des interactions qu'il a avec les adultes qui prennent soin de lui, en particulier dans la première année de vie. Bowlby a identifié 5 comportements d'attachement de l'enfant pour renforcer le développement de l'attachement à sa figure d'attachement. Sucer, attraper, suivre, pleurer et sourire. Ce sont des comportements qui ont pour but la recherche ou le maintien de la proximité avec sa figure de référence.
Créer un lien durable avec la personne qui prend soin de lui, on appelle ça le caregiver, est un besoin vital chez le tout petit, au même titre qu'un besoin physiologique. Ce lien se développe indépendamment du type de traitement que le bébé reçoit, même dans le cadre de mauvais traitements. Si l'adulte se comporte mal avec l'enfant, l'enfant se pensera indigne d'être aimé plutôt que de remettre en question l'amour et l'attachement qu'il porte à son parent. Tenu reste actif durant toute la vie. On croit souvent qu'attachement et amour sont synonymes, mais avant de nous aimer, de vous aimer, votre enfant s'attache d'abord à vous. Votre enfant a faim, vous le nourrissez. Il a froid, vous le réchauffez. Il est en détresse, vous le réconfortez. Petit à petit, il comprend que les soins que vous lui donnez font disparaître les sensations désagréables qu'il ressent. Et il réalise alors que vous êtes à l'origine de ce bien-être. Et c'est la répétition de ces expériences de réconfort en situation de détresse qui permet l'émergence progressive de ces figures d'attachement. C'est à peu près à 7 mois après la naissance que le bébé commence à développer une relation d'attachement à une personne spécifique. Toute personne qui s'engage dans une interaction durable avec l'enfant et qui répond à son besoin de réconfort est susceptible de devenir une figure d'attachement. Alors, un des points cruciaux concernant cette figure, c'est sa disponibilité. Quand l'enfant perçoit la disponibilité de sa figure d'attachement, cela lui provoque un sentiment de sécurité. L'inverse est associé à de l'anxiété, de l'insécurité. De 6 à 12 mois à peu près, c'est vraiment la période de l'attachement à proprement parler. À cette étape, les adultes ne sont plus égaux. C'est à partir de ce moment-là que l'on parle de figure d'attachement. Ce sont en fait les personnes qui sont les plus importantes pour le bébé, qui vont lui apporter des soins le plus fréquemment et avec un réel engagement émotionnel. Généralement, le bébé a une figure d'attachement principale, c'est souvent la mère, puis des figures d'attachement de substitution. En cas d'absence de la figure principale, l'enfant se tournera de préférence vers les figures secondaires. Je souris parce que je pense à une histoire de médaille d'or et de médaille d'argent. C'est un petit clin d'œil à quelqu'un qui est présent ici dans la salle. Ces figures secondaires vont permettre également d'apporter sécurité et consolation. Finalement, toute personne qui s'engage dans une interaction sociale, durable et fréquente avec l'enfant et qui répond à ses besoins de réconfort lorsque celui-ci est stressé est susceptible de devenir une figure d'attachement. Chaque lien est unique et complémentaire des autres. Si l'enfant ne reçoit pas une réponse adaptée à ses besoins de la part de sa figure d'attachement, il développera alors des types d'attachement différents, c'est-à-dire des stratégies particulières d'adaptation qui auront des incidences sur son estime de lui-même et ses relations aux autres. On n'en parlera pas plus ce matin. Le bébé est loin d'être passif dans la théorie de l'attachement. Comme nous l'avons vu, il peut rechercher activement, avec les moyens qu'il a, à faire venir ou faire rester sa figure d'attachement auprès de lui. Dans le cas d'un modèle d'attachement solide qu'on appelle sécure, ces représentations mentales lui rappellent que ces figures d'attachement seront toujours là pour l'aider à surmonter les problèmes et à répondre à ses besoins. Le moyen de trouver qui est cette personne pour l'enfant, c'est d'observer vers qui il se tourne, qui il appelle quand il est en détresse, quand il est malade ou malheureux. Dans certaines situations, ce n'est pas la mère biologique qui assure cette fonction, c'est le père ou une grand-mère, une grande sœur, un grand frère, une tante, un oncle, un professionnel ou un parent adoptif. Il existe une pluralité des configurations qui nous montrent encore l'importance d'apprécier singulièrement chaque situation. En tout cas, ce sera une personne stable, permanente, disponible, adaptée, empathique, que l'enfant investit parmi toutes ces relations comme celle qui le sécurise et le réconforte. Autrement dit,
c'est celle qui nourrit, soigne, console et rassure le plus souvent. Les autres personnes de l'entourage dont la présence auprès du bébé est significative apportent d'autres choses dont l'enfant a besoin pour bien grandir. Et parfois, la figure de sécurité principale, toute seule, ne peut pas apporter tout ça. Il n'est donc pas question ici de hiérarchisation dévalorisante, mais il est question de complémentarité. Les interactions précoces constituent la base de toute relation entre le bébé et ses partenaires. Elles constituent l'ensemble des phénomènes dynamiques qui se déroulent dans le temps entre le nourrisson et sa mère. Ceci renvoie au concept d'accordage affectif. L'accordage affectif, c'est le partage des mêmes états affectifs et comportements au même moment. Pour survivre, grandir et espérer avoir un développement social émotionnel harmonieux, l'enfant a besoin d'établir un lien d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de façon cohérente, continue et prévisible. La co-construction émotionnelle et cognitive prévient et régule le stress secondaire aux agressions extérieures et permet à l'enfant d'accéder à des réponses adaptatives de plus en plus complexes. Le bébé a plusieurs besoins. Le besoin de sécurité affective et relationnelle, on l'a déjà dit, et je voudrais revenir un petit peu pour vous dire que c'est un méta-besoin de tous les bébés du monde. Cela implique que l'adulte comprenne que le bébé a des besoins qui lui sont propres et qu'il lui incombe d'y répondre. Répondre aux besoins de sécurité de l'enfant suppose, ainsi que des adultes de son entourage familier, soient conscients de son besoin de protection en raison de sa vulnérabilité, de ses besoins physiologiques et de santé. Que ces adultes soient en capacité de décrypter les signaux qu'il émet et qu'ils y répondent de manière prévisible et adaptée par une présence physique régulière et une grande disponibilité. Je voudrais revenir aussi sur le besoin de continuité, qui est une autre composante essentielle à la base du sentiment de sécurité, avec la figure de sécurité principale. Là aussi, continuité relationnelle ne veut pas dire relation continue, interaction perpétuelle, pour ne pas tomber dans un excès de présence qui pourrait faire vivre à l'enfant de l'empiètement. La continuité relationnelle, elle évolue, elle change en suivant l'autonomisation progressive du bébé. Elle correspond essentiellement à la possibilité pour le bébé de vivre un contact corporel apaisant avec sa figure de sécurité principale chaque fois qu'il est en état de détresse. Or, on sait que plus l'enfant se développe, plus il va construire les capacités et les objets psychiques qui vont lui permettre d'attendre, puis de se passer de plus en plus longtemps et de plus en plus souvent de cette figure de sécurité. Ce qui veut dire que l'enfant va devenir capable de passer de plus en plus de temps sans sa figure de sécurité, auprès d'autres personnes fortement investies elles aussi, et ce bébé va être en mesure de profiter tranquillement de tout ce que les autres personnes ont à lui offrir pour son plus grand bénéfice. Le besoin de se mouvoir en liberté, d'exploration du monde. Pour permettre et soutenir le sentiment de compétence et de confiance en soi, s'ouvrir au monde et apprendre, l'enfant a besoin, dès son plus jeune âge, d'explorer l'environnement qui l'entoure et d'expérimenter. Il touche, manipule, flaire, goûte, déchire, soulève, renverse puis escalade. Il développe alors toute une palette de compétences sensorimotrices, cognitives, comme l'aisance, l'adresse, l'harmonie, la prudence. Une liberté de mouvement dans un environnement adapté permet au bébé de développer sa propre activité créatrice. Respectée par l'adulte, cette activité est un atout offert au bébé. Il y acquiert une multitude de connaissances et met ainsi en place de solides modes d'apprentissage qu'il utilisera toute sa vie. Bénéficiant de cette même liberté de mouvement lors des soins corporels, il peut participer aux soins, ce qui façonne sa relation à l'autre
et sa perception de lui-même. Plus il explore et expérimente, plus il y accorde de l'intérêt. La nouveauté est une source continue de motivation. Il ne s'agit pas ici de promouvoir la surstimulation de l'enfant dans l'idée d'obtenir des résultats, dans la recherche de performance ou d'excellence, mais c'est juste de veiller à ce que l'enfant ait suffisamment d'expérience qui lui permettent de connaître, de comprendre, de participer à son environnement, de se découvrir des intérêts, des goûts et de développer ses compétences. C'est Amy Pichler qui a mis en lumière le rôle essentiel que l'activité spontanée du bébé joue dans son développement. Le bébé prend plaisir et intérêt à exercer son activité spontanée. Il se saisit des possibilités nouvelles qui sont offertes par son développement sensorimoteur. Et c'est ainsi qu'il progresse de jour en jour, à petits pas, et qu'il développe ses capacités, ses découvertes, au rythme de ce développement, chaque petit pas précédent et préparant le suivant dans un processus continu et dans un ordre donné. Quand il fait cela, le bébé ne poursuit pas un but, il va à l'aventure. Il découvre à tâtons, il reproduit, il maîtrise chaque acquisition au fur et à mesure de la poursuite de son chemin. Et c'est comme ça qu'on le voit capable de faire de grands efforts, d'être tenace, mais aussi capable de se reposer, parfois de regarder ailleurs, puis de revenir à ce qu'il était en train de faire. C'est au travers de l'exercice de cette activité spontanée que le bébé est le moteur, l'animateur de la progression de son développement global. C'est pourquoi il importe de ne pas le contrarier en faisant intrusion, en exposant par exemple le bébé à des postures qu'il ne maîtrise pas lui-même et qu'il n'est pas encore prêt à adopter. Ça lui enlèverait la joie de découvrir par lui-même et la confiance en ses propres capacités. Le bébé a également besoin de repères stables et rassurants. C'est Esther Bick qui disait que le bébé qui vient au monde est comme un cosmonaute dans l'espace, sans combinaison. Nous pourrions reprendre cette image pour les bébés qui arrivent dans un lieu nouveau et inconnu, la crèche par exemple. Si l'arrivée en crèche peut s'apparenter pour le bébé à un atterrissage dans un monde où tout est nouveau, les personnes, les sons, les voix, les odeurs, les gestes, les rythmes, alors le défi est de tout mettre en œuvre pour rendre ce nouveau monde familier et donc créer pour le bébé un maximum de repères stables. Faire que cet univers soit le plus stable et prévisible possible pour contrebalancer le bouleversement que le bébé vit dans son monde interne. Face à ces nouveautés, ces ruptures, ces inconnus, donner des repères stables au bébé lui garantit une tranquillité qui va permettre l'activité libre et l'exploration. Donner des repères dans le temps, dans l'espace, la place du lit par exemple, la place à table, la place des jouets, et lui donner des repères de personne. En l'absence de ses parents, le jeune enfant a besoin de savoir à chaque moment de la journée qui va prendre soin de lui, qui va le nourrir, le consoler. Et puis il a aussi besoin d'une parole humanisante. Parce que l'être humain était un être de parole dès l'origine. Le bébé est parlé par ses parents, bien avant sa conception. Le bébé n'est pas issu de rien. Il ne vient pas de rien ou de n'importe où. Il est conçu dans le langage, au confluent de deux histoires qui s'inscrivent en lui, chacune à sa façon. Lorsque la mère parle à son bébé, elle ne lui apprend rien, elle fait le socle du langage. Sa voix porte l'enfant autant que ses bras. Sa parole le tient et le contient. Le tout petit ressent le plaisir que sa maman prend à lui parler. Et c'est comme ça qu'il se construit, avec ça. Et en retour, sa mère, de façon naturelle, s'adapte à ses capacités perceptives, avec différentes articulations, des mots différents, une manière particulière de prononcer et de s'adresser à lui, avec une intonation spéciale. Les anglo-saxons appellent ça le Motherese, et c'est fondamental. Et puis, je vais faire un focus sur le temps du bébé qui est différent du temps de l'adulte. Plus une société est agitée, et moins elle tolère les enfants agités. Mais plus elle crée paradoxalement les conditions de leur agitation.
Les jardiniers disent qu'il ne sert à rien de tirer sur les feuilles pour qu'elles poussent. J'insisterai donc sur la nécessité du respect des rythmes de l'enfant afin de garantir l'harmonie de ses acquisitions et en particulier ses acquisitions psychomotrices. Il en va de même quant à la croissance et à la maturation psychique du bébé, qui exige la rencontre avec des adultes qui ne font pas le forcing, qui ne fonctionnent pas sur un mode d'anticipation anxieuse, mais qui se montrent attentifs pour guider l'enfant tout doucement, avec suffisamment de tact, de légèreté et de respect de sa propre dynamique. Je fais là l'éloge de la lenteur et l'éloge de la prise en compte des spécificités, de chaque enfant. C'est une éthique du soin avec une alternance bien pensée des temps de soins et des temps d'activité libres aux côtés de l'adulte. C'est en observant que l'adulte s'ajuste à ce qu'il découvre du bébé. Toutefois, ce n'est pas si simple, car il s'agit plutôt de voir, écouter et ressentir. Et pour mieux voir, mieux écouter, mieux ressentir, tu peux changer de diapo, Manu? Merci. Il nous faut comprendre l'origine et le sens de ces comportements, et pour cela développer notre empathie. L'observation du quotidien de l'enfant est un excellent moyen pour affiner notre regard et notre écoute. Et c'est ainsi que le parent développe lui aussi ses propres compétences et favorise des interactions de qualité. Il est physiquement et psychiquement disponible. Il est sensible à son bébé et il sait repérer son bien-être. Il parvient à organiser le quotidien de manière prévisible, tout en faisant preuve de flexibilité quand c'est nécessaire. Il a une relation étroite avec au moins un autre adulte de confiance. Ce parent sait tout cela, car il réfléchit à ce qui pourrait se passer dans la tête de son bébé. Il l'accepte tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Il joue avec son bébé. Il nomme ses émotions. Il accepte son immaturité, son manque de contrôle, de régulation, sa sensibilité élevée. Il le prévient aussi avant de s'éloigner. Il ajuste ses attentes à ses capacités. Il établit des routines. Il offre de la stabilité. Amy Pickler expliquait: quand vous prenez un enfant dans vos bras, que ce soit un nourrisson ou un enfant plus grand, vous devez toujours le préparer, l'appeler par son prénom, lui dire qu'il va manger ou qu'il va avoir son bain. Si l'enfant est à plat ventre, vous pouvez le retourner sur le dos afin qu'il vous voie en face à face. Et c'est seulement après que vous le prendrez dans vos bras. En le portant, soutenez-le avec attention pour qu'il ne perde pas son équilibre, même un seul instant. Si vous lui demandez quelque chose, donnez-lui du temps pour répondre à votre demande. Les nourrissons réagissent lentement. Touchez-le doucement. Le tout petit nouveau-né est un être humain sensible et sa peau est un organe extrêmement sensible. Ce parent donne du sens à l'autorité parentale naturelle. Et là, je fais référence à la racine du mot qui signifie confiance, proximité, s'appuyer sur. Vous êtes des parents, des adultes responsables, assertifs. Vous agissez avec respect, connexion, acceptation, écoute et amour inconditionnel. Vous essayez toujours de contrôler la situation plutôt que de contrôler l'enfant. Vous fixez des limites sans recourir à la force, aux punitions, aux menaces, au chantage. Vous vous régulez et ça régule votre enfant. Et c'est ce qu'on appelle la co-régulation. Et surtout, vous mesurez que votre enfant, votre bébé, a seulement besoin d'un bon parent et non d'un parent parfait. Soyez confiants et confiantes. Tant que votre enfant sait qu'il peut compter sur vous la plupart du temps, il peut s'adapter. Il y a autant de parents que de façons de l'être. La parentalité est très intuitive, aimer, prendre soin, transmettre. Toutefois, de par notre culture et notre éducation, les dires, les injonctions, être parent relève de nombreux défis. Il n'y a pas de méthode ou de recette magique. Il n'est pas non plus question d'un modèle à suivre à la lettre. La parentalité, c'est avant tout une relation. Une relation dans laquelle l'enfant dépend de son enfant et lui fait confiance pour le guider et l'encadrer, tout en se sentant aimé, important et compris. La connexion avec la figure d'attachement est le point d'ancrage de l'éducation. À cet égard,
le parent met l'accent sur la relation et non sur le comportement. Cela ne veut pas dire accepter un comportement déplacé, mais plutôt de le traduire en mettant des lunettes différentes. À la place de comment réagir face à un certain comportement, nous nous demanderons pourquoi ce comportement, quelles difficultés se cachent derrière ce comportement. Le comportement n'est plus le problème, mais le symptôme. L'objectif est de traiter la racine du problème en renforçant le lien d'attachement. Être parent est un cheminement qui laisse une large place aux erreurs, la réparation étant tout aussi importante que la connexion. La relation parent-enfant est un constant mouvement, vacillant entre des moments paisibles et tourmentés, une quête d'harmonie entre les besoins de chacun. C'est en accueillant la relation dans toutes ses nuances que l'on grandit à travers elle et que l'on accède au monde des savoirs accumulés par l'humanité. Pour illustrer tout ce qui vient d'être dit ici, je ne résiste pas au plaisir de vous partager sur la diapo suivante cette interaction absolument craquante. Hey. Hi. Are you a flamingo? Arr, arr. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Elsa pour toutes ces informations très 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 riches. N'hésitez pas si vous avez des questions, des réactions, si vous voulez revenir sur un point. Le chat est là pour ça. Je vais juste lire un message qu'on a eu lorsque tu parlais d'attachement sécure et de figure d'attachement. Alice qui dit c'est pour ça que c'est chouette que de plus en plus de crèches proposent que les petits aient des référents qui s'occupent prioritairement d'eux. Elle trouve ça génial d'avoir des figures, des référents individuels. Oui, tout à fait. C'est Amy Pickler qui a amené cette question de la référence en structure d'accueil, qui est un relais qui soit pris par des figures d'attachement, de substitution, complémentaires de la figure d'attachement principale. Donc c'est plutôt récent. Ça date de la fin du siècle dernier. D'accord. Voilà. Amy Pickler était une pédiatre hongroise et qui a ouvert à Budapest un lieu d'accueil pour des enfants, une institution pour des enfants orphelins ou en tout cas sans parents. Un haut lieu d'humanité. Et bien, si vous n'avez pas de questions, en même temps, c'était très très clair hein, et c'était vraiment riche parce que tu as parlé de plein de choses différentes. Donc, si on n'a pas de questions supplémentaires, on est arrivé à la fin de cette présentation. Je vais mettre dans le chat les liens pour te retrouver, pour avoir plus d'informations et te connaître plus largement parce que tu proposes quand même beaucoup de contenu et tu accompagnes aussi les parents en visio. On peut aussi le préciser pour ceux et celles qui le souhaitent. Bon, il y a beaucoup d'applaudissements dans le chat, donc je pense que les retours sont plutôt complets. Merci à tous et à toutes. Et puis, si vous voulez revoir la présentation d'Elsa, elle sera disponible en replay. Vous recevrez le lien vendredi, demain après-midi, demain soir. Merci à tous et à toutes. Bonne journée. Merci.